Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 20 février 2025. Dans les actualités de ce jour, la prise en charge des sinistrés dans la commune d'Anuzatu Ndjefana, district d'Ansinjan, se poursuit actuellement. Le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, est toujours aux côtés de la population dans les moments difficiles. En effet, il est venu ce matin au chevet des sinistrés, notamment ceux hébergés dans la Villa Lili. Les sinistrés dans les autres districts auront également leur part. Reportage de Judikel Rangenerin et Bras Denilson. Chaque jour, depuis l'arrivée des familles sinistrées ici, le gouvernement a été aux côtés de la commune d'Anuzatu Ndjefana et de ses habitants, notamment dans l'organisation du camp, l'approvisionnement en vivres ou les consultations de santé. 398 ménages, soit 1567 personnes, sont actuellement hébergés dans ce site. Ils ont été contraints de s'y installer temporairement à cause de la montée des eaux. Ces sinistrés ont commencé à y vivre il y a quelques jours, mais aujourd'hui est un jour particulier pour eux car le président Andry Rajoelina est venu à leur chevet. L'État n'abandonne pas la population dans les moments difficiles, mais vient à leur chevet pour les réconforter et les aider. Dans ce site, les sinistrés bénéficient de 3 repas par jour et les enfants bénéficient d'aliments plus nutritifs. Les ménages ont reçu des couvertures et bien d'autres équipements. Le président Andry Rajoelina soutient également les familles vulnérables en leur apportant une aide financière. Il existe plusieurs camps d'hébergement, comme celui d'Anuzatu Ndjefana, pour les victimes des inondations à Antananarivo, mais aussi dans les régions. Plus de 13 000 personnes ont été touchées par la montée des eaux dans toute la grande île. Néanmoins, leur nombre a diminué par rapport à l'année dernière durant la même période. Les efforts du gouvernement qui a anticipé la catastrophe ont porté leurs fruits. Les prises en charge respectent pleinement les droits de l'homme et la dignité. Ainsi, à Anuzatu Ndjefana, il y a eu 12 tentes, les habitants ont suffisamment de nourriture, les normes d'hygiène sont respectées et la santé est surveillée. Même au milieu de la tragédie qui leur arrive, ils sont heureux d'avoir une figure qui prend soin d'eux. Il n'est pas nécessaire de prouver que la vision du président Andry Rajoelina pour le peuple en difficulté ressort clairement de ce que l'on voit ici à Anuzatu Ndjefana. Les Malagasy ont une figure paternelle qui ne les abandonne pas, qui n'oublie pas les personnes vulnérables, ayant un leadership en donnant des instructions directes aux responsables concernés pour prendre en charge au plus vite ces personnes sinistrées. C'est un mensonge de dire que la prise de responsabilité du gouvernement dans les catastrophes n'est pas suffisante, a déclaré le député d'Ansimjan. Le président Andry Rajoelina a déclaré qu'il est du devoir de ceux qui ont reçu le pouvoir de soutenir le peuple, de prendre soin des plus vulnérables. Il donne toujours l'exemple dans ce qu'il fait, dans les décisions qu'il prend et en venant ainsi au chevet de ses sinistrés. Il s'est adressé particulièrement aux responsables d'utiliser l'autorité qui leur est donnée au profit du peuple malgache. Et durant son passage à Anuzatu Ndjefana, le président Andry Rajoelina a mis l'accent sur le fait de se préparer bien à l'avance pour ne pas se faire surprendre par une catastrophe. Le chef de l'État a notamment émis des instructions sur les cas de remblai illégal, mais aussi de nettoyer les canaux d'évacuation d'eau. Il s'est adressé particulièrement aux maires. Toujours un reportage de Judikel Rangenerin et Bras Denilson. Ceux qui sont bien préparés à l'avance peuvent éviter les catastrophes. La riposte à la montée des eaux actuelle est une indication claire de l'efficacité de la stratégie du gouvernement visant à protéger la population des catastrophes naturelles. Le président Andry Rajoelina a déclaré que les préparatifs ne se limitent pas à accueillir les habitants sinistrés, mais aussi d'éviter les inondations. Il est donc revenu sur la question des remblais illicites, qui est l'une des raisons pour lesquelles il y a des inondations. Le chef de l'État malagasy a ainsi émis des consignes sur le sujet, surtout aux maires de ces communes, mais aussi les responsables concernés par ces remblais. Pour le district d'Ansimjan en particulier, en 24 heures, la hauteur de la rivière Sisson s'est élevée à plus de 4 mètres. Cependant, de nombreuses personnes vivent dans des zones basses facilement inondables. Les responsables sont très stricts quant aux remblais pour éviter la montée des eaux. Mais il faut qu'il y ait une coopération à plusieurs niveaux, a déclaré le maire d'Andoran Foots, qui a souligné que chacun doit suivre les instructions du président Andry Rajoelina pour protéger les habitants. À Antananarivo, il existe encore de nombreux endroits où certains procèdent à des remblayages, comme le long de la route de bypass, à Mboizanak, à Mbomangakil et à Kassen. La PIPA surveille particulièrement ces lieux et a mis en place une brigade spéciale pour enquêter et rappeler qu'il est interdit de remblayer sans autorisation.
Et selon le rapport officiel du BNGRC de ce matin, il y a eu 11 morts à cause des fortes précipitations continues depuis le 14 février dernier. Parmi ces personnes, 2 personnes à Mbujachim, une personne décédée à Mazakanjin, 2 personnes à Tanarive-Varajan, une personne à Batfinanjan et 3 personnes à Nusvark. Une personne a également été blessée. Et 16 127 personnes sont sinistrées, soit 4 264 ménages, dont 12 à Mbouch, 13 à 13 846 à Nalamang, 14 à Batfinanjan, 2164 à Menabé et 91 à Vadvavi. 9006 personnes sont également déplacés, soit 2716 ménages actuellement répartis dans 27 sites d'hébergement. L'on compte également 3149 cases inondées, 5 cases endommagées et 13 cases complètement détruites selon le rapport du BNGRC à 12h30 ce matin. Dans la page fait divers de ce soir, un policier travaillant au sein de la FIB de Touamas a été victime d'une attaque par arme à feu ce matin dans sa maison à Njanmadi ou Touamas. Son fils de 22 ans est décédé des suites d'une balle tirée par les bandits. Son fils qui allait sortir de la maison lorsque l'attaque a eu lieu selon les informations. Quelques biens comme des téléphones, de l'argent et des bijoux ont été emportés par les malfaiteurs cagoulés. Du fait qu'il est grièvement blessé, le policier suit des soins actuellement au CHU Mourafine de Touamas. Cette affaire est actuellement entre les mains de la police judiciaire de Touamas. Et 29 milliards 930 millions d'ariars, tel est le montant approximatif d'un bien obtenu illicitement et qui en fait l'objet d'enquêtes et de saisies durant les 40 premiers jours de cette année 2025 selon le Bianco au Bureau indépendant anticorruption. Le Bianco, la RAI, le PAC et le SCAC travaillent de concert pour les enquêtes et la saisie de ces biens obtenus de façon illicite. Reportage de Radraman Zatouf. 11 dossiers ont été envoyés au pôle anticorruption ou PAC concernant ces avoirs illicites. Ces biens obtenus illégalement sont composés entre autres de bateaux, de grands bâtiments composés de plusieurs chambres d'hôtes, d'une maison de 6 étages en cours de construction, de maisons d'habitation et de bureaux, un terrain de 50 hectares à Tirabé et 18 hectares dans la région de Sava, un terrain de 400 mètres carrés dans la capitale. Il y a aussi 3 véhicules tout-terrain et des comptes en banque contenant 90 millions d'ariars qui est en cours d'enquête préliminaire actuellement. Selon les estimations, la valeur de ces biens obtenus illicitement et qui ont fait l'objet d'enquêtes et de saisies durant les 40 premiers jours de cette année 2025 avoisine les 25 milliards 930 millions ariars. Le Bianco, la RAI, le PAC et le CSCA travaillent de concert pour les enquêtes et la saisie de ces biens obtenus de façon illicite. L'enquête et la saisie de ces avoirs illicites entrent dans le cadre des stratégies mises en place par le Bianco pour lutter contre le détournement de deniers publics et de biens publics. Il est à rappeler que le 31 janvier dernier, la présentation et la mise à la connaissance du public de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption 2025-2030 avec le gouvernement malagasy mené par le Premier ministre Christian a eu lieu. Et en 2022, 43,80% des exportations de Madagascar provenaient du secteur des ressources minières. Ce secteur a également généré 1,14% des emplois cette année, selon le rapport publié par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ou ATA en décembre dernier. Ce rapport, basé sur 12 sociétés, a été officiellement remis aujourd'hui au champion de l'ATA à Madagascar, le ministre des Mines, Rakutmalal Ayenjen Olivier, lors d'une cérémonie au MBC IVAT. Reportage de Ruth Christelle Rakutmalal et Yves Janel. La contribution du secteur minier à l'économie malgache ne cesse d'augmenter. Alors que ce secteur avait rapporté 97 milliards d'ariars à l'État en 2020, ce chiffre a grimpé à 327 milliards d'ariars en 2022. Concernant les exportations, 43,80% des exportations totales de Madagascar en 2022 provenaient des ressources minières. L'ilménite a été le produit le plus exporté, atteignant 555 914 tonnes selon le rapport de l'IATA.
En 2022, le secteur minier a permis de créer 8 234 emplois légaux, dont 4 778 occupés par des Malgaches et 1 173 par des étrangers. Il a également contribué à hauteur de 4,5% du PIB. Concernant l'évaluation de Madagascar par l'IATA, le pays a obtenu une note de 67 sur 100. Des efforts restent nécessaires pour améliorer ce score, selon le ministre Rakutmalala Ernjane Olivier. Il est à noter que l'adhésion de Madagascar à l'IATA est un élément clé pour attirer les investisseurs. Le pays attend sa 4e validation au début de l'année 2027. Aujourd'hui, le rapport IATA 2022 a été officiellement remis au champion de l'IATA à Madagascar, le ministre des Mines, Rakutmalala Ernjane Olivier. Toujours dans cette page économique, des prix seront remis aux opérateurs les plus méritants dans le secteur du tourisme à Madagascar. Selon les responsables au sein du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, il s'agit d'une initiative visant à les encourager et à les soutenir. Ces acteurs font la renommée de Madagascar. Ils font aussi connaître les services disponibles dans le pays. Reportage de Sylvain et Sechanjina. Le secteur du tourisme est constitué d'une dizaine de métiers, pour ne parler que de ceux de l'hôtellerie et des guides qui sont les plus connus. Mais il y a également ceux qui s'occupent des restaurants, du transport, des parcs, les tours opérateurs, mais aussi les influenceurs sur les réseaux sociaux et les médias. Tous ces métiers doivent se faire connaître, selon les dires des responsables au sein du ministère du Tourisme. Raison pour laquelle l'État soutient les événements de remise de prix aux acteurs les plus méritants dans le secteur du tourisme. 33 parmi eux ont été sélectionnés pour concourir dans 11 catégories selon les explications. Les branches du ministère du Tourisme ont sélectionné les meilleurs dans toutes les régions. Les sélections se sont basées sur les notes reçues par les acteurs dans les sites web hôteliers et touristiques. Outre la remise des trophées, une conférence avec partage d'expériences aura lieu durant l'événement qui se tiendra en mars prochain. Revenons dans les actualités sociales. Des matériels destinés aux communes et aux délégués du district d'Amboujachim ont été remis aujourd'hui pour contribuer au développement local. L'acquisition de ces équipements comprenant des motos, du ciment, des tôles et du fer a été financée à travers le budget du SIAS 2023-2024. Il s'agit de la première phase de distribution. Dans un reportage de Ruth Christelle Rakutmalala et Yves Janel. 700 sacs de ciment, 600 tôles, 500 barres de fer et 13 motos ont été achetés avec le budget du SIAD 2023-2024 pour le district d'Amboujachim. Ces matériels servira à la mise en œuvre des projets de développement local définis conjointement par les maires et les députés du district, explique le député IRD Johnny Rakutwarsou. Les communes d'Antaafil, Fiadanan, Ambouimanzak, Maïrez, Mahab et Mirmanjous figurent parmi celles qui ont bénéficié de motos. Quant aux autres communes, elles ont bénéficié de matériaux pour la construction d'infrastructures, notamment la commune de Talatamat, où ces équipements serviront à poursuivre la réhabilitation de la mairie, selon le maire Élie Dominique Raharnoissi. Selon toujours le député Johnny Rakutwarsou, cette remise constitue seulement la première phase. Bientôt, 1500 bancs seront distribués aux écoles publiques afin qu'il n'y ait plus d'élèves assis par terre dans les écoles. Partons vers le sud du pays, à Tolagnar, où le maintien de la ville de Tolagnar en tant que ville touristique, tel est l'objectif de la commune. Ainsi, la municipalité procède à la mise en œuvre des stratégies qui commencent par le nettoyage de la ville et la réhabilitation de nombreuses infrastructures. Fernand Routorsoul nous en dit plus. Le district de Tolagnar est l'une des nombreuses attractions de la région Anos, avec ses nombreux sites touristiques et historiques. Afin d'attirer davantage de touristes, le défi lancé par le maire de Tolagnar est de restaurer complètement la propreté de la ville. La commune de Tolagnar a lancé aujourd'hui une opération de nettoyage collectif avec les associations dans le cadre de l'opération Coup de poing qui durera 3 jours. Des actions pour améliorer la ville a commencé par le nettoyage, car la propreté est la garantie du développement, a déclaré le maire. Ce dernier appelle la population au respect de la propreté qui est un gage de santé. Un problème auquel est confrontée la commune est le manque d'outils pour travailler, raison pour laquelle le maire lance un appel à soutien. La commune est ouverte à la coopération avec tous pour le développement de la ville de Tolagnar, souligne le maire.
Dans les actualités internationales de ce soir, la navigation a repris sur le lac Kivu après 4 semaines d'interdiction en raison des combats dans la région. Les échanges commerciaux sont à nouveau autorisés entre les 2 grandes villes de l'est du pays contrôlées par le M23, allié des troupes rwandaises. France 24. Cette consigne, le commandant de bord en avait rêvé. Le trafic reprend sur le lac Kivu après presque un mois d'interdiction de naviguer. D'habitude, on peut quitter Bukavu à 7h30, mais aujourd'hui, nous sommes partis à 9h. Donc nous avons un léger retard lors de l'arrivée à Goma. Mais le voyage s'est très bien passé. Sur le quai à Goma, l'emblématique bateau Emmanuel accoste, sous les cris de joie des tenanciers du port. Le trafic reprend sur décision du M23. Depuis la prise de Goma puis de Bukavu, les rebelles soutenus par des troupes rwandaises ont le contrôle total du lac. Cette reprise est un soulagement pour Gisèle. Elle s'était retrouvée bloquée à plus de 160 km de ses enfants. Je suis tellement contente. Je vais enfin voir ma famille qui est restée à Goma pendant les affrontements. Et moi, j'étais coincée ici, inquiète. Lorsque j'ai appris que le trafic reprenait, je me suis dit que je devais être dans le premier bateau qui relie Bukavu à Goma. Les 2 grandes villes de l'est du pays sont aussi reliées par la route. Mais le lac Kivu reste le point de passage clé le plus sûr et rapide pour les échanges commerciaux. Bukavu dépend quasiment exclusivement des produits agricoles de Goma. Alors pour ces premières traversées, les cales des bateaux sont chargées au maximum. À la grande satisfaction des conducteurs de motos de Goma. C'est vraiment un plaisir de reprendre les activités comme avant. Je pouvais transporter des clients et de nombreuses marchandises. Je multipliais les courses du port jusqu'en ville. Les bateaux avaient arrêté de naviguer, ça me stressait parce que je travaillais moins. Si la bonne humeur a envahi le port de Goma, personne n'oublie que la situation sécuritaire reste instable dans la région. De nouveaux affrontements ont été signalés au sud de Bukavu et dans le territoire de Lubero. Le monde change, il évolue vite, et il était évident que notre relation de défense devait, elle aussi, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. J'y reviendrai, et non pas une relation de défense qui ne s'inspirerait que du passé. Cette rétrocession a été annoncée le 31 décembre dernier par le président Alassane Ouattara. Mais l'armée française ne quittera pas totalement le territoire. Sa présence devrait simplement se faire plus discrète. Le partenariat va se poursuivre notamment sur le terrain du renseignement et de la lutte antiterroriste. Plusieurs dizaines de soldats français resteront sur place pour des missions de formation. Et le Hamas a annoncé avoir remis aujourd'hui à Gaza les dépouilles de 4 otages israéliens, dont celles de 2 enfants, Bibas, et de leur mère, devenue le symbole de l'effroi ayant saisi Israël lors de l'attaque menée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023. France 24 toujours. Sous la pluie de Khan Younes, des combattants du Hamas mettent en scène la remise de 4 dépouilles. Un à un, les cercueils sont chargés dans les voitures de la Croix-Rouge. À l'intérieur, les corps sans vie de 3 membres de la famille Bibas, Shiri et ses 2 enfants, Ariel et Kfir, ainsi que celui d'Oded Lifshitz, 83 ans lors de son enlèvement. Sur la route qui mène au sud d'Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, des rassemblements spontanés. Les gens veulent saluer la mémoire de ces otages qui étaient devenus les symboles, en Israël et à travers le monde, du calvaire vécu par tous ceux retenus à Gaza. Lorsque j'ai appris la mort de la famille Bibas et d'Oded, le choc a été énorme. Je suis tombé sur le lit, je ne voulais rien entendre, je ne voulais rien voir. Mais j'ai compris que nous devions continuer cette mobilisation jusqu'à ce que tout le monde revienne, les morts et les vivants. La veille, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'était adressé aux Israéliens. Ce jeudi sera un jour très difficile pour l'État d'Israël. Une journée choquante,
une journée de deuil. Nous ramenons à la maison 4 de nos chers otages morts. Nous embrassons les familles et le cœur de toute une nation est déchiré. 6 autres otages vivants cette fois doivent être libérés samedi. Les derniers prévus par la première phase de l'accord de cessez-le-feu en cours depuis le 19 janvier. Pour la seconde phase de cessez-le-feu qui doit démarrer le 2 mars, le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages restants en une fois, soit 70, dont la moitié seraient morts. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Squid Game. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.